Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières choses que j'ai visionnées. Pour une fois, ça va changer un petit peu des livres. S'il y a des films ou des séries que vous avez vus, vous aussi, et que vous souhaitez en parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous êtes trop timide, que vous n'osez pas parler, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre des petits émoticônes, ça aide toujours au référencement. Tout comme le like, je vous remercie énormément si vous voulez bien aider. Et puis évidemment, si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je commence tout de suite avec la dernière chose que je suis allée voir au cinéma et qui n'est autre que Wonka. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore énormément Charlie et la chocolaterie, ce film, mais je m'étais fixée de le re-regarder avant d'aller au cinéma pour aller voir Wonka. Mais j'ai lu tellement de critiques qui disaient que ça ne respectait pas le film, le premier, le Charlie et la chocolaterie, que je me suis dit, ouh meuf, ne regarde pas Charlie et la chocolaterie avant d'aller voir Wonka, sinon tu ne vas pas du tout apprécier ton visionnage. Et j'ai bien fait, je pense. Puisque, en effet, donc on est sur un préquel de Charlie et la chocolaterie, on est sur, du coup, Wonka. Je ne sais pas lequel est le mieux adapté, puisque je n'ai pas lu le livre de... comment c'est Dahl Roald Dahl, je sais plus son nom, le livre originel de Charlie et la chocolaterie. Donc, je ne connais pas le passé que l'auteur a donné à Wonka. On est clair comme ça. Mais mon problème, justement, et que je comprends la critique, c'est que selon si tu regardes Charlie et la chocolaterie et selon si tu regardes Wonka, ben, le personnage, oui, Wonka, n'a pas la même enfance. Et donc, du coup, ben, c'est compliqué d'adhérer les deux films. Parce que si t'adhères l'un, l'autre, t'es forcément en mode bah ouais, mais ça respecte pas la trame de l'autre en fait. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas, Charlie et la chocolaterie, c'est l'histoire d'un jeune garçon, à la base, qui vit dans une ville où il y a l'énorme fabrique industrielle de Willy Wonka, le meilleur chocolatier, confiseur et tout ce qui s'ensuit au monde, et qui, du coup, a justement des secrets de fabrication tellement énormes que personne ne peut rentrer dans son usine. Moi, je vous parle de Charlie et la chocolaterie, évidemment, le film, hein, parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas lu le livre. Donc du coup, eh bien, il va y avoir une espèce d'ouverture exceptionnelle, de porte ouverte, mais il va donner dans ses tablettes de chocolat Willy Wonka des tickets d'or pour que, je sais plus le nombre, 5 ou 6 personnes aient le droit de rentrer pour une fois dans sa chocolaterie. Ça fait genre plus de 20 ans qu'il a fermé les portes et que plus personne n'est jamais rentré dedans. Donc c'est ce qui va se passer, on va suivre plein de petites personnes, des enfants, et en particulier Charlie qui va avoir l'immense honneur de pouvoir rentrer dans la chocolaterie et de découvrir du coup les secrets de fabrication. Et au début on ne le sait pas, mais je vous spoil un peu le film, en fait tout ça c'est fait pour que, c'est un peu un mini Hunger Game, on voit les traits de caractère des enfants au fur et à mesure du film, leurs plus gros défauts surtout, et donc Willy en fait, ce qu'il recherche, Willy Wonka, c'est son futur héritier, donc il veut une personne généreuse, gentille, qui est là pour apporter la joie et la bonne humeur. Donc voilà, à mon avis, vous avez deviné à peu près, vu le titre, qui c'est qui va gagner. Donc on est sur ça, et Willy Wonka, pendant ce film, explique justement comment lui est venue sa passion pour le chocolat, les confiseries et tout ça. Et ce n'est pas du tout la même que celle dans Wonka. Wonka, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui débarque dans un pays et qui décide que justement il est un très bon chocolatier et il veut se confronter en gros au meilleur pour pouvoir lui aussi devenir un grand chocolatier reconnu. Sauf qu'il débarque sans sous et c'est à la limite du... comment on appelle ça là, il est sur son... il est sur sa valise et il alpague les gens pour que les gens goûtent à ses chocolats, et petit à petit voilà, il se fait son petit trafic si je puis dire, mais il se fait connaître un peu comme ça par la rue tout simplement. Parce qu'il n'a pas de sous, donc il n'a pas de boutique et tout et tout. Évidemment, ça ne plaît pas aux gros manias du chocolat, et ils font tout pour que ce type qui petit à petit commence à prendre des parts de marché, eh bien, ne soit pas un concurrent forcément. Et eh bien, c'était intéressant parce que du coup, ça apporte une vision du monde de l'industrie et tout ça qu'on connaît, hein, les gros requins, les grosses... Enfin voilà, il y a une énorme critique sur ça et c'est très bien de le faire. Mais ça ne respecte pas, comme je vous ai dit, la vision d'enfance qu'on a de Willy Wonka, puisque dans Charlie et la chocolaterie, on part sur un jeune homme dont le père était dentiste et lui a toujours interdit de manger justement des bonbons et des chocolats parce qu'il est dentiste. Il voit ce que ça produit sur les dents, donc il n'a pas le droit d'en manger jusqu'au jour où, je sais plus quel âge il va réussir à en manger pour la première fois, c'est 10-12 ans, et du coup il va décider de consacrer sa vie au chocolat puisque ça va être une révélation pour lui puisqu'il n'a jamais pu en manger. Et donc, il va devenir chocolatier, se fâcher avec son père, enfin voilà. Mais
dans Wonka, le film, on est sur l'histoire d'une mère du coup qui va l'élever sur les fleuves, dans une péniche, sur les fleuves de on sait pas trop, je sais plus c'est trop quel pays, mais on dirait un peu un truc genre Amazonie, et qui justement réunit des fèves de cacao pendant toute l'année pour que le jour de son anniversaire, elle lui fasse une seule et unique tablette, et c'est son cadeau en gros, et donc tous les ans il mange son chocolat, voilà. Et vous voyez que du coup les deux histoires sont totalement différentes, parce que dans mon cas, à un moment il va perdre sa mère, et vu qu'elle lui avait promis que en gros, le jour où il deviendrait chocolatier, elle serait là avec lui. Il décide de concrétiser ce rêve et comme ça, dans son imaginaire, quand il aura réussi à devenir chocolatier, elle reviendra. Sauf qu'elle est morte, il le sait, mais on ne sait pas par quelle logique pour lui. Elle a promis qu'elle serait là, donc elle sera là. Et dans Wonka, il va y avoir plein de problématiques, de péripéties et de machinations, mais il va se faire une petite bande de compagnons, d'amis qui vont l'aider du coup à réaliser son rêve. Et en même temps, à travers ça, il va essayer de renvoyer l'ascenseur, de faire en sorte que les autres aussi réalisent leurs rêves. Enfin voilà, c'est de très beaux messages, je ne dirais pas le contraire. Tout ce qui est graphisme, je suis un peu en demi-teinte parce qu'on a à la fois des très beaux costumes, des très belles choses qui sont mises en place, mais des fois des effets spéciaux et du post-production qui laissent franchement à désirer. Ça se voyait que c'était pas super bien fait, pas super quali. Donc j'étais un peu chafouin à ce niveau-là parce qu'il y avait des passages qui étaient très jolis et d'autres on était en mode c'est vraiment mal fait les gars. Et sinon, mon gros bémol pour moi, c'est la musique. Ah, c'est la musique, c'est les chansons. Dans Charlie et la chocolaterie, il y en a, mais je l'ai pas re-regardé, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait autant, et pas aussi mal fait. Très clairement. Mais c'est comme pour les Disney. Dans les Disney, il y a évidemment beaucoup de musique, mais c'est plus ou moins bien fait en fonction des scènes. Là, des fois, le personnage parle et se met à chanter en parlant et reparle en fait. Et t'es en mode, les gars, soit tu nous fais une chanson, soit tu parles. Tu nous fais pas un mélange des deux tout le temps comme ça. Il y avait beaucoup de chansons et pas toujours utile, franchement. Des fois, justement, ça découlait trop de vouloir faire un truc joyeux, bon sentiment. Et eh bien, j'avoue que voilà, j'ai fait un peu une overdose à ce moment-là. J'étais avec quelqu'un en plus et cette personne aussi, elle m'a dit déjà qu'elle n'aime pas les chansons de base. Mais elle m'a dit, oh là là, encore. Et oui, c'était un peu trop. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, l'histoire se tient bien, même si, bon, on va pas se mentir, il y avait des scènes. J'ai pas eu de waouh, de rebondissement, de trucs qu'on voyait pas venir à des kilomètres. Ça, non, malheureusement, je n'en ai pas eu. Donc voilà, il y a des trucs un peu. Un moment, ils cherchent un objet et comme par hasard, ils vont faire tomber un truc pile à l'endroit où se cache cet objet. Comme par hasard, ils vont découvrir que l'objet était caché là. Enfin, vous voyez, il y a ces petites scènes-là où c'est en mode. Vous auriez pas pu faire un mini truc un peu mieux quand même. C'est un peu des facilités scénaristiques que, ouais, non, c'est trop facile. Ok, Wonka s'adresse comme Charlie la chocolaterie, un public normalement plus jeune, pas forcément des adultes, mais là, faut pas nous prendre non plus pour des jambons. Tu peux quand même faire un scénar qui se tient la route. Donc voilà. J'ai pas détesté ce film, je vais pas mentir. C'est pas un mauvais film, mais c'est clairement pas un chef-d'œuvre. Je ne le regarderai pas parce que, voilà, au bout d'un moment. Il y a tout un univers qui a été créé qui aurait pu être pas mal, mais trop de facilité, trop de musique, des effets spéciaux pas bien ajustés. Donc le message positif et voilà, de bonté, de générosité, d'altruisme est très bien, je dis pas le contraire. Mais malheureusement, le film est pas ouf. Je vous reprends pour parler de la dernière série que j'ai regardée, alias Casa de Papel. Berlin, le spin-off qui a été fait sur ce personnage emblématique de cette série. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Casa de Papel, c'est l'histoire d'une équipe qui monte un braquage, mais pas n'importe lequel, le braquage de la fabrique de billets européenne, si je ne me trompe pas, en Espagne. Et du coup, en montant ce braquage, ils forment toute une équipe, avec chacun un nom de code correspondant à une ville, et il y a plusieurs personnages, Tokyo, Rio, Denver, ainsi que le chef d'équipe, le professeur. Et parmi les gens de cette équipe, le professeur, il y a son frère, et son frère, c'est Berlin. Un personnage qui est clairement pas un héros. Il a des facettes très sombres, mais en même temps, un code d'honneur bien spécifique à lui-même. Donc c'est un personnage que j'appréciais beaucoup, et je ne vous dirai pas évidemment ce qui se passe, mais
Voilà, ça fait du mal à mon petit cœur dans la série Casa de Papel. Et donc quand j'ai vu qu'un spin-off allait être fait sur ce personnage, sur un braquage qu'il a fait avant celui-ci, eh bien j'étais en mode ouf, toujours plus de Berlin. J'étais très contente parce qu'encore une fois, on retrouve ce personnage qui est, on sait pas, c'est pas un héros, c'est pas un méchant, c'est pas, enfin si quand même, mais du coup voilà, il est un peu entre les deux justement. C'est ça que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'il est pas tout lisse et en même temps il est pas tout noir. Voilà, c'est pas le pire des criminels, le pire des salauds, mais c'est pas non plus un héros. Donc forcément, c'est plus facile de s'identifier, même si pas vraiment, mais à quelqu'un. Enfin, moi je remarque que de plus en plus justement, je m'identifie à ces personnages qui sont humains. Ok, ils ont autant de qualités que de défauts. C'est pas des héros, c'est pas des super héros, c'est pas des super vilains, c'est un entre deux. Donc voilà. Pour la petite histoire, du coup, Berlin est en train de monter un braquage avec une équipe composée, cette fois-ci, non pas des précédents qu'on a vus, mais de d'autres personnes, toujours avec des noms de code, mais là, il n'y a pas de nom de ville, c'est des noms genre Bruce, Cameron et je sais plus trop quoi. Et voilà, donc on suit cette équipe qui est composée majoritairement de 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons, et d'une personne, on va dire un peu plus âgée, Damian, qui est dans les mêmes âges que Berlin. Donc voilà, justement, ils en rigolent en disant on fait un casse avec la jeunesse. C'est un peu pour nous rappeler notre jeunesse à nous. Et en même temps, plus vous êtes jeune, plus justement vous avez l'esprit malléable et vous êtes capable de faire ce qu'on vous dit pour ce braquage. Et là, c'est ce qu'ils veulent. Ils vont braquer le coffre-fort juste avant la mise aux enchères de plein de joyaux de familles aristocrates d'Europe. Et donc, il y a pour 44 millions d'euros dans ce coffre-fort. Donc voilà, ils vont mettre tout un plan en place, voilà, en passant par une petite abbaye pour traverser les catacombes pour arriver derrière ce coffre-fort. Voilà, c'est tout un plan hyper bien fait, hyper ingénieux et j'adore ce genre de mise en place et tout. J'ai bien aimé cette série, mais j'ai beaucoup de choses à en dire. Déjà, on va commencer avec les personnages. Les personnages, je les ai bien aimés. Pour la plupart, justement, pareil, pas autant que Berlin, parce que Berlin, il a quand même un sacré grain et on le revoit dans cette série. Il va mettre en péril tout le plan parce que monsieur accroché sur la compagne de ceux-là qui vont dépouiller, donc il en met beaucoup de... Voilà, il va faire beaucoup de conneries à cause de ça. Mais il y a les autres personnages aussi qui sont traités et avec beaucoup, je trouve, de nuances. Et ça, j'adore. On a l'archétype d'une jeune fille, enfin d'une jeune femme plutôt, qui a, je crois, elle dit 36 ans dans le truc, mais qui est toujours pucelle, qui est une personne, enfin c'est un génie, on va dire les mots comme elles sont, hein, et eh bien elle est tellement intelligente qu'elle a toujours été dans son univers, elle est ingénieure, donc elle est très bonne dans tout ce qui est informatique et tout, craquage, nanana, et du coup elle se crée vraiment un monde et elle ne côtoie pas beaucoup les gens. Donc il y a cet archétype-là. On va avoir l'archétype de l'autre jeune femme, du coup, qui elle, à l'inverse, c'est une jeune femme qui est plutôt, comment dire ça, un peu plus rebelle, un peu plus à fleur de peau parce qu'elle a vécu une histoire d'amour avec un musicien qui l'a rendue totalement folle. Donc du coup, voilà, elle est très à fleur de peau. Des fois, on ne sait pas trop si elle est hystérique ou quoi. Enfin, voilà, plutôt cet archétype-là. On a ensuite, pour les 2 jeunes garçons, un qui clairement un côté justement très bad boy, on sent qu'il a fait beaucoup de choses, mais qui du coup maintenant il essaye de se contenir et et voilà, on sait pas trop à chaque fois si ce gars il va exploser ou pas. Mais en même temps c'est le fils spirituel de Berlin, donc il obéit, mais en même temps tu sens qu'il y a du feu sur la glace, quoi. T'es en mode je pense à rien. Et puis t'as l'autre archétype, c'est vraiment le gars, le troublion de service qui adore tout faire exploser, qui prend pas les choses au sérieux, qui déconne et qui du coup justement bouscule par moments un peu l'équipe parce que ben il fait le con, quoi, tout simplement, disons-le clair ça. C'est un peu un Denver, hein, mais bon. Et donc pour les jeunes t'as ça et tu as après pour les 2 plus âgés, du coup Berlin qu'on connaît évidemment, cette espèce de dandy qui a un appétit pour le luxe et tout, mais en même temps qui a un code d'honneur. Il a cette ambivalence d'être un très grand manipulateur, mais en même temps de comment dire, de voir l'amour comme quelque chose de sacré mais d'éphémère en même temps. Et je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, vous verrez de toute manière à la fin. À la fin, c'est tellement lui en fait.
il les classe jusqu'au bout en fait. Et malgré qu'il soit énormément tordu, il a cette espèce de classe qu'il habite et qui est très déstabilisante, je dois l'avouer. Et on a ensuite son acolyte Damian, qui lui aussi est une personne d'un certain âge, qui est le jour professeur à la Sorbonne, je crois, et la nuit agent du crime, comme il pourrait le dire, qui est en relation depuis une vingtaine d'années, je crois, avec sa femme, mais du coup il est toujours en déplacement, elle ne le voit quasiment jamais, et eh bien on va voir que justement il y a plusieurs sortes d'amour qui peuvent exister et l'un et l'autre, aussi bien Berlin que Damien, leurs deux idéologies vont se confronter entre Berlin qui a une vision de l'amour qui ne dure pas, c'est éphémère, l'amour c'est comme une pulsion, c'est volatile, alors que Damien, lui justement, non c'est l'inverse, l'amour c'est ce qui est solide et c'est ce qui reste, c'est ce qui nous rassure, voilà. Donc il y a les deux visions aussi qui s'affrontent et qui est très intéressante. On a les jeunes qui eux aussi vont avoir des relations amoureuses entre eux, enfin amoureuses c'est un bien gros mot, mais on va voir qu'il y a des tensions qui vont naître justement entre les deux binômes, et c'est assez drôle justement de voir les archétypes se confronter, mais c'est fait pour ça en même temps. Donc voilà pour ce qui est des personnages. Pour le scénario, alors là ça va être mon petit bémol, parce que justement c'est pour moi le plus gros point faible en fait de cette série pour le coup, c'est qu'ils n'ont pas fait du tout comme ils ont fait pour Casa de Papel. Casa de Papel, tu avais la prise d'otage et au fur et à mesure, on t'expliquait comment ils en étaient arrivés à ce plan qui était génial. Alors que là, c'est tout l'inverse. En fait, on les voit faire le plan et eh bien les policiers arrivent vraiment, je sais plus, à l'épisode 6 ou peut-être 5 ou 6. Il y a 8 épisodes au passage, c'est une série très courte. Donc voilà, ils arrivent vraiment à la fin et j'ai bien aimé du coup les derniers épisodes parce que là on a la fuite et la course-poursuite, mais tout le début de la série où c'est vraiment la préparation du braquage, c'était lent, c'était ennuyeux. Je regardais avec un pote, on se disait mais putain on se fait chier à regarder ça en fait. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas fait comme la première série Casa de Papel, ils auraient dû justement faire une autre chronologie pour qu'on ait un mélange de rebondissements entre eh bien les policiers qui retrouvent des indices et derrière on voit en fait que non, ce sont les braqueurs qui ont laissé ces indices pour que les policiers les trouvent, ou à l'inverse qui ont fait des erreurs et que du coup les policiers ont trouvé des indices qu'ils n'auraient pas dû trouver. Je pense que ça aurait été mieux fait dans ce sens-là. Pour le coup, là, Casa de Papel, Berlin, je précise. Eh bien, voilà, pour moi, c'est bancal au niveau du scénario. Ça tient pas en haleine. Il n'y a pas de... Voilà. En fait, c'est les 3 derniers épisodes qui me font aimer cette série, mais les 5 premiers sont lents, longs, et voilà. On voit Raquel qui apparaît et l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, Alicia. Oui, Alicia. J'aime bien aussi ce petit côté clin d'œil justement à la première série. Mais en même temps, j'étais un peu chafouin parce que là, pour moi, on nous a fait un peu du... Comment dire alors, c'est pas du greenwashing, là pour le coup, c'est du feminist watching, parce que on nous a mis 3 femmes dans des positions de pouvoir. Bon, ok, mais les gars, c'est pas du tout réaliste. Celle qui dirige Interpol est une femme, celle qui vient d'Espagne est une femme, et celle qui dirige l'enquête en France est une femme. J'aime voir des femmes au pouvoir parce que je suis féministe et j'aime qu'on ait cette représentation-là pour pouvoir s'identifier. Mais là, ça fait un peu beaucoup quand même, les gars. C'est pas très réaliste d'avoir que des femmes qui contrôlent la police, que ce soit bien en Espagne ou en France. Malheureusement, j'aimerais bien que ça soit un peu plus réaliste, qu'il y ait beaucoup de femmes aux places de pouvoir, mais c'est pas le cas. Donc là, j'étais un peu en mode... Après, c'est vrai que ça fait le clin d'œil, comme je vous ai dit, avec la première saga, qui, du coup, ces 2 personnages sont aussi importants dans... Voilà, ça leur fait un petit clin d'œil, justement. Donc j'ai bien aimé la série. C'est pas un coup de cœur. Casa de Papel était un coup de cœur parce que c'était déjà novateur dans un sens où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de grosses séries comme ça sur des braquages et tout. Enfin, c'était un peu un ovni au moment où elle est sortie, donc c'est ça qui a fait justement sa hype. Mais là, je sais pas si c'est les mêmes scénaristes, les mêmes réalisateurs ou pas, je pense quand même, parce que ce serait con que ce soit pas les mêmes. Mais je pense qu'ils se sont trompés justement dans ce qui fait qu'on a aimé Casa de Papel, c'est que on aimait voir qu'en fait tout le plan, tout ce que les policiers pensaient pouvoir déduire, et bien en fait ils avaient déjà tout prévu. Enfin, ok, dans le premier c'est le professeur et là c'est Berlin et Damian, mais
on était censé être sur la même lignée. Alors, je sais pas si c'est parce que du coup dans le premier, comme je vous ai dit, c'est le professeur qui met vraiment tout le plan en place, et que d'ailleurs il y a un petit moment où on parle de lui, c'est assez drôle, et que dans celle-ci, c'est vraiment justement Berlin et Damien, mais qui sont quand même censés être des génies du crime aussi, donc capables de penser à tout. Et du coup, c'est un peu plus bâclé, c'est un peu moins bien fait que dans la première série. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Tout ça pour vous dire que j'ai regardé Casa de Papel Berlin, que j'ai bien aimé, mais en demi-teinte, puisque je vous ai dit, toute la première partie est assez lente à se mettre en place. Il y a vraiment l'intérêt que vers les derniers épisodes, et la série n'est pas très longue, donc voilà, ça explique ceci et cela. Mais voilà, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire, et eh bien, je serais pas contre qu'ils fassent d'autres spin-offs de cette série avec d'autres personnages, mais à voir si c'est mieux traité. Parce que Berlin, là, c'était un personnage emblématique, donc c'était cool de le revoir. Mais voilà, je pense que ça aurait pu être mieux fait. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous voyez de très bons films, que vous faites de très bons visionnages. Et je vous fais tout plein de gros bisous.